Bienvenue dans le fond de la classe, le podcast qui questionne le système éducatif afin d'inspirer des pratiques qui font sens pour les enfants. Dans le 3e épisode, nous avions discuté de la posture d'adulte et nous continuons aujourd'hui cette réflexion avec un focus cette fois-ci du côté de l'enfant, de l'élève. Quel est l'âge du capitaine, sachant que sur son bateau, il y a 26 moutons et 10 chèvres ? 36 ans, répondent la plupart des élèves. Cette célèbre expérience, menée par Stella Baruch, illustre l'intériorisation du métier d'élève par les enfants. Ce métier d'élève n'est pas une expression, mais bien un concept théorique sur lequel des recherches ont été menées. Ce concept s'inscrit dans la notion du contrat didactique, théorisé par Guy Brousseau. Ce mot un peu effrayant illustre en fait quelque chose d'assez simple. Le contrat didactique, c'est le contrat implicite entre les enseignants et les élèves qui décrit un ensemble de comportements attendus d'un côté comme de l'autre. Et donc pour revenir à nos moutons et à nos chèvres sur le bateau, les élèves sont conscients qu'ils n'ont pas les informations nécessaires pour pouvoir donner l'âge du capitaine. Mais ce qui les amène à réagir de manière illogique, c'est la présence de certaines règles dans ce fameux contrat. Pour vous donner une idée, voici une série de ces règles implicites qui sont intégrées par les élèves et à l'origine de ce genre de réaction illogique. Il y a par exemple le fait de croire que l'enseignant n'attend qu'une seule réponse, ou de croire qu'il faut utiliser tous les éléments fournis dans la consigne et uniquement cela. C'est aussi penser que l'enseignante aurait prévenu s'il y avait une subtilité dans l'exercice, ou encore qu'il est impossible que l'enseignante pose une question à laquelle il pourrait ne pas y avoir de réponse. Voilà donc autant d'implicites que les enfants intègrent au fil de leur métier d'élève. Parce que la plupart du temps, en effet, l'enseignante donne toutes les infos nécessaires, ne demande pas de se pencher sur un problème dont la solution est introuvable, etc. Et c'est ce qui les amène à calculer un âge à partir de chèvres et de moutons. Cette expérience montre bien la puissance de ce contrat implicite et l'importance d'en avoir conscience pour premièrement mieux comprendre ce que l'on demande réellement aux enfants de faire et deuxièmement pour prendre l'habitude d'expliciter un maximum nos attentes, notamment en définissant clairement l'espace de liberté et de créativité qui est accepté ou non dans la tâche demandée. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de métier au juste ? Philippe Pernoud a consacré un livre entier à la question qui s'intitule « Métier d'élève et sens du travail scolaire ». Il y explique que l'on parle du métier d'élève parce qu'au même titre qu'un employé, l'élève est constamment sujet à des consignes, à une avalanche de directives et est soumis à un emploi du temps extrêmement fragmenté. En fait, ce serait même l'un des métiers les moins librement choisis. En effet, Pernoud explique que l'école obligatoire est un banquet dont les convives n'ont le choix ni du lieu ni du moment, et où le dialogue avec leur hôte est pour le moins asymétrique. Ils sont assignés à la table, des nourritures intellectuelles. On leur dit constamment que c'est pour leur bien, ils mangent parce qu'ils n'ont pas le choix, sachant que s'ils ne le faisaient pas, le ciel leur tomberait sur la tête. Ce caractère forcé, mais surtout très institutionnalisé du métier, a des conséquences sur les apprentissages et sur la relation au savoir qu'ont les enfants. On va décortiquer tout ça dans la suite. C'est un métier dans le sens où on leur demande de le faire, et que donc du coup, alors, la question du choix est très relative, mais en tout cas, ça correspond à des horaires, ça correspond à une certaine posture, ça correspond à un attendu, à des résultats. Donc tout ça pour moi, rentre dans la notion de métier. Donc il y a bien un métier d'élève, oui, bien sûr. Le métier d'élève induit donc une série d'implicites, comme on vient de le voir. Il comporte également une série de comportements explicites, qui composent ce qu'on attend ouvertement des élèves. Par exemple, le fait de lever la main, de ne pas courir, de chuchoter, etc. Ces comportements attendus définissent et construisent un cadre qui permet des conditions de travail favorables à toutes et tous. Apprendre son métier d'élève, c'est donc aussi entrer dans le cadre qui permet au groupe de fonctionner en tant que tel. Mais quand on réfléchit à l'impact de ces attendus, implicites et explicites, on se rend compte que cela va plus loin et qu'il y a des conséquences non négligeables à ce métier auxquelles il faut être vigilant. On va parler de tout ça avec les mêmes invités que dans le dernier épisode, à savoir Valériane, qui est la maman de Aaron, que l'on entendra à la fin de celui-ci. Elle est formatrice en parentalité bienveillante, psycho et hypnothérapeute. Et nous serons également en compagnie d'Annabelle Arkman, que vous venez d'entendre. Elle a fait des études de philologie romane et est professeure de français et de théâtre en pédagogie active.
comment est-ce que l'enfant apprend son métier d'élève. Avant même de rentrer en maternelle, en fait, les enfants ont déjà une représentation du métier d'élève, à travers ce que leur auront raconté leurs parents, leurs frères et sœurs, ou encore à travers les histoires et les dessins animés. Au-delà des imaginaires et attentes ou non-attentes transmises par l'entourage et les médias, le métier d'élève s'apprend par imitation de ce qui se passe en classe, et par l'intégration des comportements valorisés ou au contraire réprimandés par l'enseignante. Par exemple, si l'erreur est proscrite et vue comme une faute, que l'enseignante est dans une posture de contrôle et ne laisse pas la place aux interventions, les élèves comprendront que prendre la parole ne fait pas partie de leur métier d'élève. Cela risque de se répercuter par après sur l'esprit critique et la capacité de recul des élèves une fois devenus citoyens. Le métier d'élève est finalement l'apprentissage d'un certain rôle correspondant aux attentes de la mini-société qu'est l'école. J'aimerais justement un peu m'attarder sur cette notion d'espace pré-sociétal qu'est l'école, car Pernoud nous dit que, à l'école, on apprend à vivre à son insu, dans une organisation. On construit, à travers l'apprentissage du métier d'élève, un habitus adapté à la vie dans les sociétés modernes. Rappelez-vous, l'habitus que je décris plus en profondeur dans le 2e épisode représente l'ensemble de nos comportements, manières de penser et d'apprécier le monde, en fonction d'une certaine culture, d'un certain milieu, et en l'occurrence dans la phrase de Pernoud, celui de l'école. Et je continue de le citer. À l'école, on ne vit pas, on se prépare à la vie. À l'école, on n'agit pas, on se prépare à agir. D'un côté, il y a l'école, où on ne vit pas encore tout à fait, où l'on se prépare à entrer dans la vie qui compte, celle où on aura un métier et un revenu. Puis on entre dans la vie active. Et alors, bien entendu, on n'est plus à l'école, on gagne sa vie, on la passe, on la perd. Le métier d'élève se trouve alors défini essentiellement par l'avenir qu'il prépare, et l'école fait comme si cet avenir suffisait à donner du sens au travail chaque jour. Cette conception de l'école, qui ne fait que préparer et n'est pas perçue comme digne de sens pour ce qu'elle peut apporter à l'instant présent, évoque en effet les phrases telles que « tu me remercieras plus tard » ou « c'est pour ton bien », entendues face à des enfants en difficulté qui ont perdu le sens de l'apprentissage demandé. L'idée qu'à l'école on se prépare à la vie, relevée par Pernoud, fait également penser au leitmotiv de la pédagogie de Crowley qui, à l'inverse, défend une école pour la vie, par la vie. C'est-à-dire une pédagogie qui ne fait pas que préparer à la société, mais qui la construit en son sein. Une pédagogie qui, en favorisant les échanges entre le dedans et le dehors de l'école, permet que cette école ne soit pas un microcosme fermé sur elle-même, imperméable à ce qui se joue, existe et se fait dans ses alentours, mais soit réellement une partie prenante de ce quartier, de cette société dans laquelle elle se trouve. Dans la plupart des écoles, on se trouve plutôt dans une logique de « à l'école, on se prépare à la vie ». Les années scolaires sont vues comme une répétition générale au métier d'adulte, ce qui pose alors la question, traitée dans le premier épisode, de « oui, mais si c'est une répétition générale, pour quel type d'adulte est-ce que l'on répète ?» Pernoud pose la question dans l'autre sens et demande « quels sont les fonctionnements que l'organisation scolaire conduit à intérioriser ?» Autrement dit, quels sont les comportements, les manières de penser, les façons de vivre, la relation au travail que l'on intériorise dans l'école et qui nous poursuivent une fois qu'on en sort. On se retrouve juste après une petite pause musicale. Je disais en début d'épisode que les attendus, implicites et explicites liés au métier d'élève, peuvent avoir des conséquences non négligeables sur les enfants, et qu'il faut y être vigilant. Un des premiers points que je voudrais développer par rapport à ça, c'est celui de l'enfermement de l'enfant dans certains rôles attendus.
Bernard-Ré, dans son livre Discipline en classe et autorité de l'enseignant, parle de 4 rôles typiques dans lesquels les élèves peuvent être identifiés. Il y a le clown, le bouc émissaire, l'agitateur et le chouchou. Mais derrière ces rôles caricaturaux et ponctuels, il y a bien souvent des réalités psychologiques, des souffrances, des blessures qui poussent l'enfant à agir principalement d'une certaine façon pour obtenir une place reconnue dans le groupe. Ces enfants ont bien souvent besoin avant tout de reconnaissance et d'entendre de manière implicite qu'on les voit, qu'on les entend, qu'on les prend en compte et qu'on compte sur eux parce qu'on croit en eux. La plupart du temps, les réactions à leur égard sont plus de l'ordre de la réprimande et du renforcement de ces rôles. Dire à un enfant « arrête de faire le clown », c'est le conforter dans l'idée qu'il est un clown. Or ce n'est pas lui qui est un clown, ce sont ses comportements, qui eux sont motivés par autre chose que faire rire, par exemple par le fait d'attirer l'attention. La posture de l'adulte aura donc toute son importance dans le fait de savoir s'ajuster à ce besoin d'attention, plutôt qu'à renforcer le rôle de surface. Alors il faut savoir qu'il ne faut que quelques secondes à l'enfant, même si nous ne mettons pas de mots ou d'étiquettes, pour qu'il sente ce que nous pensons de lui. Et du coup, à un moment donné, l'enfant va se conformer à ce rôle, comme si je dis toi tu fais le chef, ou toi t'es le clown de la famille, ou toi t'es vraiment le maladroit, ou la maladroite, etc. Et du coup, c'est important de voir chez soi, d'observer chez soi ce qu'on est en train de penser de l'enfant. Parce que pour moi, la conscience, c'est le premier pas pour aller vers quelque chose qu'on aurait envie de changer. Et de tenter déjà de ne pas mettre d'étiquette, ou alors de le faire de manière conditionnelle, c'est-à-dire que si sur le moment je trouve qu'il fait le clown, de pouvoir lui dire en tout cas là t'es en train de faire le clown, mais pas tu es le clown de la famille. Voilà, donc évitons les généralités, donc clarifier ce qu'on pense, et si nous voyons que l'enfant est déjà en train de se conformer à un rôle, eh bien c'est de vraiment pouvoir changer notre état d'esprit, notre vision de l'enfant, et de l'ouvrir à ce que ça puisse lui donner une nouvelle chance de faire autrement, en fait. Et du coup, de lui donner des opportunités matérielles, donc des expériences à vivre, pour qu'il puisse montrer qu'il peut et qu'il sait faire autrement. Par exemple, pour un enfant qu'on penserait être maladroit, c'est de lui confier à un moment donné quelque chose qui est fragile, et de lâcher, en fait, l'attente qu'on a, ou qu'on pourrait avoir sur le fait que, oui, mais bon, il va quand même casser ça parce que de toute façon, ça ne fera que confirmer notre croyance. Et de lui dire, voilà, mon petit cœur, là, je suis en train de te confier quelque chose de très fragile, mais j'ai toute confiance en toi. On dit ça uniquement si on le pense, évidemment. Et voilà, je suis sûre que tu vas pouvoir aller le remettre à sa place, et que tout se passera bien. Le compliment qui est utilisé pour renforcer l'estime de soi, c'est le compliment descriptif. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est pour moi c'est de la gratitude en CNV, c'est vraiment faire une observation concrète. Donc, si ton enfant arrive avec un dessin et qui fait maman, il est beau mon dessin, plutôt que de dire waouh, génial, tu es magnifique, t'es un artiste magnifique, mon petit cœur, ce qui pourrait lui faire penser que peut-être je ne le pense pas vraiment parce que c'est tellement énorme que ou tu es le futur Picasso de l'univers, etc. C'est tellement énorme que ça lui ça pourrait lui faire penser tiens, est-ce qu'elle le pense vraiment, mais plutôt dire oh là je vois que tu as fait des traits mauves et des traits verts, et là je vois qu'il y a quoi comme une tête de serpent, etc. Ah ben oui, alors en fait à ce moment-là, à partir de cette observation, dans laquelle on peut dire aussi qu'on la trouve jolie, ou ce à quoi elle nous fait penser, ou ce qu'elle nous fait vivre, évidemment, faut pas non plus faire taire notre spontanéité, mais à partir de cette observation, lui va pouvoir s'estimer lui-même. Couplé à ce compliment descriptif, en fait, c'est le temps que ça prend, parce que pour faire une observation concrète, ça prend du temps, parce qu'il faut observer. Et le temps qu'on prend juste de s'arrêter, même si on est en train de faire à manger,
le temps de s'arrêter, de se retourner et de dire quelques phrases sur l'observation qu'on fait de ce dessin ou quoi que ce soit d'autre, montre à l'enfant que ça a de la valeur. Et du coup, à partir de ça, effectivement, il va repartir, même si j'ai pas répondu à sa question de « Ah oui, il est super beau ». Si l'enfant a besoin, en fait, de connaître mon avis, il va me reposer la question. Et à ce moment-là, à moi de lui dire « Écoute, c'est pas mes couleurs préférées », ou bien « Oui, je l'adore » et d'être authentique, en fait. L'enfant le sent. Le fait de considérer les enfants ou les ados uniquement à partir de leur rôle d'élève, c'est considérer que ce ne sont que des apprenants. Du coup, si l'un d'entre eux ne peut ou ne veut apprendre, est-il encore un élève ? Quelle identité lui reste-t-il ? Demande Philippe Pernoud dans son livre. Pour lui, identifier l'élève à l'apprenant, c'est oublier de considérer l'espace entre le rôle que les adultes lui attribuent et ce qu'il en fait. En plus de contextualiser ses remarques, comme le propose Valériane, une autre pratique permettant de ne pas enfermer les enfants dans les rôles est de leur permettre d'explorer et d'expérimenter une série de rôles différents, exercice que les pédagogies actives permettent particulièrement. En effet, de par leur projet pédagogique proposant à l'enfant ou à l'ado d'être acteur et engagé dans l'acte d'apprendre, en leur proposant de faire par eux-mêmes, d'expérimenter, de manipuler, de concevoir, les pédagogies actives permettent cet exercice. Ainsi, l'enfant ou l'ado devient par exemple journaliste, en rédigeant un article pour le journal de l'école, agent de voyage, en préparant la visite d'un monument lors des prochaines classes vertes, comédien, en jouant la pièce de théâtre de l'année, ou encore critique littéraire, en présentant sa dernière lecture libre. J'ai demandé à Annabelle quelle différence il pouvait y avoir entre d'un côté le métier d'élève en pédagogie active et d'un autre celui en pédagogie plus traditionnelle. On est quelque part de moins en moins dans des pédagogies traditionnelles pures. Ça, c'est déjà un premier constat. Quand on parle de pédagogie active et de pédagogie traditionnelle, les extrêmes sont de moins en moins présents, je pense. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pédagogie active un peu partout. C'est un terme qui est un peu galvaudé aussi d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas toutes les nuances en main et que quelque part tant mieux, parce que ça veut dire qu'elle s'est un peu généralisée et que il n'y a plus d'exemplarité à certaines écoles en pédagogie active, ou en tout cas un peu moins. Par contre, la distinction traditionnelle actif et cette rupture entre les deux me paraît moins forte aujourd'hui. Par contre, je pense que ce qu'a apporté la notion de pédagogie active, c'est l'idée que le savoir se situe à un autre endroit. C'est-à-dire le savoir n'est pas apporté par un professeur qui a la parole, et ça c'est vraiment la représentation la plus traditionnelle qu'on peut avoir et qui est historique, mais plutôt l'idée d'un savoir qui se découvre pas à pas, avec des stratégies d'apprentissage, avec une réflexivité et avec cette idée du collectif. Je pense que si la pédagogie a apporté quelque chose, c'est ça. Et donc, on est de moins en moins dans cette idée qu'un professeur doit être devant sa classe et amène le savoir. Ça, je pense qu'on l'est de moins en moins. Et donc, pour un élève, je pense que ce qu'amène la pédagogie active, c'est la question, évidemment, de l'autonomie, mais de se sentir acteur, et ça change énormément la posture au monde. Ça veut dire que si j'ai été dans une école où on a donné du crédit à ma parole, et que je suis acteur de ce qui se passe, et que je suis acteur de ce que j'apprends, en fait, quand je serai citoyen du monde, j'aurai acquis cette image de moi-même. Et donc, j'aurai une posture au monde où je n'aurai pas à devoir pousser des portes. Je serai au monde. Alors que dans la pédagogie traditionnelle, je dois mériter, gagner, pousser les portes pour avoir accès à ce statut d'acteur. Et pas d'acteur de cinéma, mais vraiment d'être acteur de sa propre vie et de ce qui entoure. Et d'avoir aussi l'idée que le réel ne m'est pas imposé, mais que je fais partie du réel et que donc du coup j'ai un rôle à y jouer. Ça, cette dimension-là, elle est vraiment fondamentale. Philippe Pernoud explique dans son livre qu'aucune pédagogie ne définit un métier d'élève convenant à tous. Toutefois, ce sont souvent les élèves d'un même groupe social qui répondent le mieux aux attendus de ce métier. En effet, tous les jeunes ne sont pas égaux face au métier d'élève. De par leur habitus, et oui encore lui,
Certains jeunes n'ont pas les clés pour décoder les attentes implicites et les comportements attendus par l'enseignant. Par exemple, le fait de savoir évaluer ses points forts ou faibles, de planifier son emploi du temps, de prendre la parole et de faire accepter ses initiatives sont des activités maîtrisées par les enfants de milieux favorisés qui sont encouragés à le faire à la maison ou du moins voient leurs parents le faire. Et ce n'est d'ailleurs pas quelque chose qui est ressenti, vécu, traversé du tout par tous les élèves de la même manière en fonction des milieux sociaux dans lesquels ils se trouvent. Ce métier-là, il est plus fait pour une classe sociale bourgeoise qu'une classe sociale plus défavorisée. On le sait, enfin, je veux dire, le pacte pour un enseignement d'excellence, c'est que ça, hein, c'est le constat que notre école cherche des personnes pour ce métier très spécifique et qui a un langage qui est quand même beaucoup plus un langage pour un type d'élèves et pas les autres, quoi. Les élèves qui ne rentrent pas dans les codes du métier d'élève entendent souvent dire que s'y conformer est leur seule porte d'entrée vers une insertion en société. Et en même temps, cette formation au métier d'élève est utilisée comme outil de sélection en excluant dès le plus jeune âge certains enfants qui ne correspondent pas aux attentes de l'école et par conséquent de la société. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si l'école est capable de faire cette sélection, elle a toutes les cartes en main pour qu'il en soit autrement. C'est pour ça que moi j'aime autant l'école et c'est pour ça que je crois autant à l'enseignement. C'est que je sais à quel point c'est l'enseignement qui peut faire changer ça. C'est une des raisons pour lesquelles je fais ce métier. C'est que pour moi, il y a vraiment cette conscience aiguë, j'ai vraiment l'impression que ça me traverse totalement, que c'est par ce passage à l'école justement qu'on peut aller vers une société, c'est-à-dire si les élèves sont traversés par cette bienveillance, la vivent au quotidien, ils seront capables de la vivre une fois qu'ils seront sortis de l'école. Si les élèves ont pu éprouver tous les bénéfices du collectif, tous les bénéfices de l'entraide et de l'interdépendance, ils pourront vivre ça dans la société dans laquelle ils vivront après. Si ils sont moins axés juste sur, ça paraît hyper bateau, mais sur l'idée de la consommation, le fait d'être à l'extérieur de soi et de pour se remplir, d'aller acheter, manger, tous ces réflexes en fait, ils sont déjà présents autour d'eux. Si l'école les renforce, évidemment que la société d'après elle est comme ça. Donc l'école, si elle propose une autre façon de faire, une autre façon d'envisager, ben fatalement, après, ça permet d'orienter différemment le monde, la société, d'avoir d'autres points d'attention, d'avoir d'autres centres d'intérêt. Je pense que, je suis prof de français, par exemple, toute la richesse qui se trouve à l'intérieur de la littérature, si un enfant a le plaisir de lire à l'école, et que dans son métier d'élève, pour reprendre cette terminologie-là, il a accédé à cet aspect de la littérature, c'est-à-dire au plaisir de le communiquer à d'autres, c'est-à-dire au plaisir de découvrir soi-même tout en le communiquant à d'autres, ben ça veut dire que, quelque part, la société d'après se construira avec des individus qui auront ce type de réflexe. Alors que si on apprend à des élèves non pas le plaisir de lire, mais l'obligation de lire parce que c'est un classique, on le fait de moins en moins dans les écoles, hein, et heureusement, je pense que on ira dans le bon sens. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour un petit peu plus décortiquer ce qu'il y a comme demande de la part dans les nouvelles circulaires, dans les nouveaux décrets, on vise à tendre vers ça. C'est-à-dire que je pense que les valeurs qui sont défendues dans ces nouveaux textes sont de bonnes valeurs. Par contre, les élèves qui arrivent dans nos écoles sont des élèves qui sont pour beaucoup dans de vraies difficultés et dans de grandes souffrances. Et donc, quand on leur demande d'endosser le métier d'élève, c'est déjà parfois extrêmement compliqué parce qu'ils sont incapables de le faire, parce qu'ils vivent... En fait, pour être serein dans le métier d'élève, il faut être serein avec soi-même. Et comme on a beaucoup d'élèves qui sont plus sereins avec eux-mêmes, en fait, ils sont pas capables d'être des élèves, ils sont juste eux en souffrance. Et donc, du coup, à l'école, ils peuvent pas vivre, ils peuvent pas être bien avec ça. Parce que les contextes familiaux sont parfois extrêmement compliqués, parce qu'en fait, le statut de l'enfant dans nos sociétés, en fait, il s'est réduit à peau de chagrin. On est des adultes, je dirais à partir de 4 ans et demi,
et puis ça s'arrête là. Donc ce temps en fait de l'enfance et de l'adolescence où on est déjà plongé dans plein de choses du monde adulte et où on voit des adultes fragilisés eux-mêmes et où du coup on porte en partie ce que vivent les adultes, quelque part, ne permet pas d'accéder à ce métier d'enfant et à ce métier d'adolescent à l'intérieur de l'école, c'est-à-dire élève, écolier, élève. Et donc, comme il y a cette difficulté à être élève et écolier, fatalement, les professeurs, même si les textes vont dans le bon sens, en fait, ils sont en train de s'occuper d'enfants et d'adolescents, ils sont pas en train de s'occuper d'élèves. Et donc, quand on leur demande aussi de s'occuper de l'élève, il y a tellement d'impératifs dans tous les sens qu'en fait, ils sont saturés. Parce qu'en plus, eux ne viennent pas que avec leur métier de professeur, ils viennent avec leur individu à eux aussi. Et donc, comment est-ce que eux, individus, alors qu'ils savent qu'ils doivent prendre leur casquette de métier enseignant face à des enfants qui ne sont que enfants et qui ne sont pas élèves, tout ça, comment est-ce que ça se met ensemble, alors qu'il y a tellement d'injonctions. Et alors ça, c'est quand même quelque chose que je trouve difficile, c'est que la temporalité de l'école est souvent une temporalité très lente. Et la temporalité sociétale est une temporalité extrêmement rapide. Et donc, en fait, on ne laisse pas assez de temps ni aux élèves, ni aux enseignants de prendre le temps de l'école. Ok. Bon, prochain épisode, on parlera temporalité. En attendant, je lui ai demandé si elle adaptait ses pratiques pour limiter l'effet de l'habitus, c'est-à-dire, est-ce qu'elle fait en sorte que ses attentes implicites et que ses demandes explicites soient accessibles à tous de la même façon, peu importe l'origine socio-économique. Alors, je le fais pas au niveau spécifique, par exemple, des mots. Ça, je vais jamais le faire. C'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi, par contre, parce que je me demandais, est-ce que ça a du sens d'adapter le discours? Est-ce que, au niveau du vocabulaire, de manière basique, est-ce que j'utilise certains mots ou pas? Et j'en suis arrivée à la conclusion que je n'allais pas adapter mon vocabulaire parce que je voulais, en face de moi, avoir des interlocuteurs qui ont accès au vocabulaire que j'utilise. Point. Par contre, pour moi, un des axes, c'est de dire, ok, j'ai en face de moi un élève qui potentiellement ne comprend pas le vocabulaire que j'utilise, je n'y porte aucun jugement de valeur, il n'y a aucun jugement de valeur à avoir là-dessus, j'ai un discours explicite auprès de ces élèves de dire, il n'y a absolument à aucun moment aucun problème de poser la moindre question, et donc, en fait, d'établir avec eux un rapport de confiance qui permet justement de se dire, en fait, tu sais quoi, je me rends compte que tu utilises 3 mots dans une phrase, j'ai rien compris. Ah oui, je me rends compte que j'ai rien compris, mais j'arrive à accepter que j'ai rien compris. Ce n'est pas une posture qui est problématique. Elle est problématique quand on n'ose pas le dire. Et donc, du coup, la résolution se passe dans le dialogue et dans le fait de pouvoir le verbaliser, c'est-à-dire le conscientiser, et que l'autre en face soit capable d'y répondre sans aucun jugement de valeur. Si moi, en tant que professeur, je peux tout à fait réexpliquer certaines choses en fonction des élèves et en fonction de ce qu'ils amènent comme particularité, c'est gagné. Mais je ne vais pas changer mon discours, parce que ce serait comme si moi, j'estimais que c'était à cet endroit-là qu'il se trouvait et que, de la posture où je me trouve, je me mets à ce niveau-là. C'est pas juste, il y a quelque chose de pas juste. Je crois que la clé là-dedans, c'est sans jugement de valeur, en fait. Je crois sincèrement une clé parce que ça permet, du coup, une verbalisation de tout. Il n'y a pas celui qui est l'idiot de service, il n'y a pas celui qui n'a pas de culture, celui dont la famille connaît tout. Non, en fait, non. Le dernier point que nous allons aborder concernant le métier d'élève est l'influence de l'évaluation sur les apprentissages de ce métier. Ce métier, c'est un des seuls où le supérieur, j'espère que vous avez entendu mes guillemets, exerce un contrôle quasi constant sur les tâches effectuées et où cette intrusion n'est pas remise en cause. Étiennette Vélas, dans un article intitulé « L'analyse du métier d'élève, un révélateur de l'école sélective », que vous pouvez retrouver d'ailleurs comme le reste des sources en description, écrit que « des enseignants compétents et généreux s'épuisent à donner à l'école, au travail scolaire, au savoir, aux disciplines, un sens que l'obligation d'évaluer de manière sélective finit toujours par pervertir. La sélection détruit les meilleures intentions pédagogiques parce qu'elle influe fortement la manière des élèves d'habiter leur métier d'élève et du même coup leur rapport au savoir scolaire. C'est l'analyse du métier d'élève qui permet de mieux comprendre
qu'une école qui ne parvient pas à se débarrasser de son obligation de sélectionner finit par avoir besoin de l'échec pour fonctionner. Un exemple qui permet d'illustrer cette dernière phrase est le fait que dans les écoles élitistes, le nombre de classes des dernières années soit inférieur à celui des premières années. Il y en a moins, car de par la sélection effectuée, il y a moins d'élèves qui accèdent aux années supérieures. Mais s'ils ne les sélectionnaient pas, ils n'auraient pas la place pour accueillir la différence d'élèves supplémentaires. Ainsi, elle a en quelque sorte besoin de l'échec pour fonctionner. Dans un article de cette même chercheuse, coécrit avec Eric Beriswil, il est postulé que si la culture de l'échec était remplacée par une culture de la réussite, un autre métier d'élève pourrait émerger. En effet, puisque réussir à l'école, c'est d'abord apprendre les règles du jeu, nous dit Pernoud, si la réussite se mesure au point accumulé aux évaluations, c'est à ces règles-là de compétition, de rentabilité que vont se plier les élèves. En tentant de répondre aux attentes de l'enseignant et de l'institution dans laquelle il se trouve, l'élève qui cherche à réussir adapte son comportement, travaille son métier d'élève, de façon à rentrer dans les cases. Pernoud, et oui, encore Pernoud, soulève alors que les élèves s'investissent dans le repérage et la manipulation des signes extérieurs de compétences. Ils se contentent d'apprendre ces conduites, censées manifester les compétences au programme, au lieu d'intégrer ces compétences en elles-mêmes. En résumé, l'effet pervers de l'évaluation se reporte sur l'élève et en découle des attitudes du style « ne travailler que pour la note », construire un rapport utilitariste au savoir, c'est-à-dire je me renseigne mais uniquement pour réussir le contrôle. Un rapport utilitariste aussi au travail, je travaille mais seulement pour avoir les points. Et un rapport utilitariste à l'autre, je ne coopère avec lui que pour réussir. J'aimerais évidemment encore parler longuement des subtilités de l'évaluation, le sujet étant ici à peine entrouvert, mais je vous réserve ça pour un autre épisode. Une question qui découle naturellement de cette petite analyse, c'est à travers les dispositifs d'évaluation que je propose, qu'est-ce que je demande fondamentalement à mes élèves ? Qu'est-ce que j'attends de ce moment ? Pernoud disait « réussir à l'école, c'est d'abord apprendre les règles du jeu », eh bien à quel jeu est-ce que je leur demande de jouer ? Et par là, je veux dire, au-delà des acquis, qu'est-ce que j'attends et évalue dans mon dispositif ? Comme la dernière fois, je vous laisse avec Aaron. C'est quoi être un élève d'après toi ? Pour moi, être un élève, c'est d'apprendre des choses. Apprendre des choses, d'être à l'école, de bien s'amuser, de faire des œuvres d'art, faire des beaux trucs. Et aussi, j'aime bien, une fois quand j'étais à l'école, j'ai même fait un cactus, mais un faux. Dis donc. C'est ça, être un élève pour moi. Arrête, je suis en pleine conférence, j'adore mon gars. Donc pour résumer, être un élève, c'est faire des œuvres d'art, apprendre des choses et s'amuser. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, t'as rien oublié, sauf à part une chose que j'avais pas dit. Ah ? Donc tu l'as pas oublié. Être un élève, c'est aussi pouvoir écouter la maîtresse. Parce qu'à mon école, j'ai des petits copains, ils jouent un peu quand on est en plein de travail, donc ils font pas comme si la maîtresse leur dit. Ils font pas la même chose. C'est quoi être un enfant pour toi ? Un enfant, c'est cool. Parce que dans l'enfance, c'est cool. Parce qu'on est petit et on s'est passé dans les petits endroits. Mais alors qu'on est adulte, c'est un peu plus dur de se mettre dans les petits endroits. Donc je préfère être enfant, moi. C'est quoi d'autre être un enfant pour toi ? Pour moi, c'est que j'aime bien être un enfant parce que les parents, ils s'occupent bien de nous, mais c'est pas vraiment ça. Mais quand on est jeune, voilà, on s'occupe bien de nous. Mais ce que j'aime bien quand on est jeune, c'est qu'on peut faire des tours de bateau, on peut aller pêcher des trucs, des poissons, des crevettes, enfin, en tout cas, tout ce qui vit en dessous de l'eau ou sur l'eau, comme les tortues. Non, là, les tortues, ils font un filet de pêche. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aller dans un bateau. Comme jouer avec des Playmobil alors que les parents ont des choses à faire. Mais nous, on n'a rien à faire. Enfin, si, quand on est à l'école, on
on doit aller faire des devoirs. Par exemple, moi, je fais des devoirs, mais ça m'amuse. Donc j'aime bien être un enfant, j'adore. J'aimerais arrêter de grandir. Mon petit cœur, pourquoi est-ce que on va à l'école selon toi? Pour moi, aller à l'école, c'est pour apprendre. Mais c'est pas vraiment pour apprendre, aussi pour jouer. Ouais. Aussi pour faire des œuvres d'art. Une fois, quand j'étais à l'école chez quelqu'un, je ne sais plus chez qui, on a pris une vraie toile d'artiste et on a fait une abeille qui buttinait une fleur. Ouais. Et une fois, j'avais pris du papier aluminium sur une plaque en bois très fine, puis j'ai fait un bonhomme en pâte à modeler. C'est ça pour moi être à l'école. Enfin, pour être, voilà. Bon au revoir. Donc, attends, on discute là. Donc, c'est à la fois apprendre des nouvelles choses, c'est ça? Oui. Et jouer. Et faire des œuvres d'art. C'est bien ça. Mais aussi, il faut comprendre que c'est pas si facile que ça. Il faut quand même savoir faire beaucoup de choses. Comme par exemple gratter le cou. Non. Mais au moins, C'est parce que tu vois Loustic se gratter le cou. ouais. Au moins savoir faire des choses. C'est vraiment apprendre à savoir Et faire des aussi, choses. quand je vais partir en classe verte, demain, je vais partir en classe verte et je vais apprendre à faire du pain, du beurre, je vais traire des vaches, et tout. Génial. Donc est-ce qu'on pourrait dire que c'est une manière d'apprendre la vie aussi, aller à l'école? Oui, un peu. Enfin, c'est pas du tout un peu, c'est quand même beaucoup. C'est un peu beaucoup, enfin, c'est quand même beaucoup et à la fois peu. Donc, en fait, c'est un peu les deux. Attends. Bon, je peux raccrocher. Oui, tu peux arrêter. Bisous Maëlle, merci. Et merci pour les questions. Bisous, Maëlle. C'était Le fond de la classe, un podcast écrit et réalisé par Maëlle Cahan. Les arrangements musicaux ont été composés et enregistrés par David Cahan. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et à le partager à des amis. Merci et à bientôt.